Chapitre 10. Triste présage. Partie 1. Le lendemain, à son réveil, Narcissa n'avait toujours pas pris de décision ferme quant à l'empoisonnement des mange-morts, même si la peur qui lui tenaillait le ventre la faisait plutôt pencher pour le renoncement. Elle s'efforça d'adopter un comportement habituel. Elle resta dans son lit jusqu'en milieu de matinée, en essayant d'ignorer son cœur, qui battait la chamade dans sa poitrine. Puis descendit au salon, où Lidélis lui servit un petit déjeuner qui lui resta sur l'estomac toute la journée. Après avoir entendu des hurlements furieux provenir de la bibliothèque d'Abraxas Malfoy, Narcissa en déduisit que Lucius s'y trouvait avec lui et qu'il n'en sortirait pas de sitôt. Elle décida donc de faire semblant d'être occupée et passa sa journée dans le grand salon, assise au coin du feu, en tenant sur ses genoux un livre trouvé dans l'une des 4 bibliothèques du manoir. Ses pensées étaient trop confuses pour lire le moindre mot, mais le contact des feuilles parcheminées et de la couverture en cuir usé l'apaisait. Elle essaya d'imaginer ce que deviendrait sa vie si elle mettait les baies funèbres dans les verres des mange-morts, comme Vera et Daisy le lui avaient demandé. Il faudrait fuir, quitter le manoir et son splendide domaine, au moins quelque temps. Et Lucius, comment réagirait-il ? Et même s'il acceptait la situation, que deviendrait-il ? Ne serait-il pas anéanti de voir tous ceux pour quoi il avait œuvré ces dernières années partir en fumée ? Et Bellatrix ? Elle ne la suivrait pas. Narcissa en était certaine, elle serait incapable de se réinventer si Voldemort disparaissait. Elle lui serait fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tout espoir soit réduit en fumée. À moins que Régulus n'arrive à la convaincre. C'était le seul à pouvoir lui faire entendre raison de temps en temps. Alors, peut-être qu'il fallait le prévenir lui aussi. Bellatrix était sans doute avec lui en ce moment. Ils discutaient sans doute de puissants sortilèges, ou des derniers ouvrages qu'ils avaient lus, tous les deux allongés sur le lit de Régulus, comme ils avaient l'habitude de le faire. « Ah, te voilà !» dit une voix derrière elle. Narcissa sursauta quand Lucius entra dans le salon. Un pli soucieux barrait son front, et son visage était fermé. « Où étais-tu » demanda Narcissa. « Dans la bibliothèque, avec mon père. »« Quelque chose ne va pas ?» ?»« Non, en effet, » répondit sèchement Lucius. « Quelqu'un s'est introduit chez nous pour nous voler quelque chose, cette nuit, dans les affaires de mon père. » Il désigna la table du salon. Apparemment, le voleur a oublié quelque chose sur la table, quelque chose qui permettait d'ouvrir la cachette. Il n'a pas voulu m'en dire plus. Tout en faisant de son mieux pour mimer l'étonnement, Narcissa se maudit de toutes ses forces. En regardant la petite table en bois verni, près de la fenêtre, elle se revoyait en train d'y poser la fiole de trappe ouvert avant de descendre dans la cave. En remontant l'escalier, elle avait été effrayée par l'arrivée de Bellatrix et en avait oublié la fiole sur la table. « Tu n'as rien vu hier soir, en rentrant de chez les Goyle ?»« Pardon ? Non, je n'ai rien vu. Il n'y avait rien sur la table, j'en suis sûr. »« Ça ne m'étonne pas. Le voleur a dû venir après ton passage. » Lucius tendit un morceau de parchemin à Narcissa, sans voir que son teint venait de virer au verdâtre. « On lui a volé ça, » dit-il. Narcissa regarda, hébétée, la page de livre de magie noire que Lucius lui tendait, où étaient dessinés les couples de baies noires et blanches que Narcissa avait pu observer de près la nuit précédente. « Des baies funèbres, » dit Lucius. « Mon père pensait que c'était quelque chose d'inoffensif, mais quand il a vu que c'était la seule chose qui avait disparu, il a trouvé ça louche. Nous étions occupés à effectuer quelques recherches dans les grimoires. Voilà pourquoi nous avons passé la journée dans la bibliothèque. Enfin, maintenant, nous savons qu'il y a un empoisonneur parmi nous, puisque seuls les mange-morts peuvent franchir les sortilèges de protection qui entourent le domaine. »« Oh !» dit Narcissa. Lucius sembla enfin remarquer que son épouse était livide. Il dut croire qu'elle était effrayée par la nouvelle,
car il s'assit à côté d'elle et lui prit délicatement la main. « Ne t'en fais pas, nous l'arrêterons et nous le tuerons, » dit Lucius avec un sourire enthousiaste. « Mon père a déjà une petite idée du coupable, mais il refuse de m'en faire part pour le moment. Hélas, nous sommes un peu fâchés. »« Ah ?» dit Narcissa qui se sentait déjà perdue. Lucius mit le dessin des baies dans sa poche et se mit à contempler le feu qui brûlait dans leur cheminée de marbre. « Je me demande qui cela peut-il bien être, » dit-il pour lui-même. Narcissa était écrasée dans le canapé de cuir, catastrophée. Si on la découvrait, elle imaginait la scène devant tous les mange-morts. Abraxas, triomphant. Lucius, catastrophé. Orion serait là, lui aussi. Il serait ravi de la voir ainsi dénoncée. Narcissa regarda Lucius en pensant que c'était peut-être la dernière fois qu'ils se parlaient. Cette histoire de baie, ça me fait penser au cours de potions que je donnais. À Poudlard, sourit Lucius en regardant le morceau de parchemin. Narcissa répondit par une espèce de bruit étouffé, mais Lucius ne sembla pas l'entendre. Elle le regardait fixement, essayant de graver chacune de ses expressions dans sa mémoire. Narcissa, tout va bien? Narcissa regardait ailleurs. Derrière Lucius, près de la table, quelque chose d'étrange était en train de se produire. L'air semblait se compresser autour d'un point fixe flottant au milieu du salon sous le splendide lustre de cristal. Lucius se retourna pour suivre le regard de Narcissa. Un point obscur apparut et se mit à grandir, comme s'il aspirait toute la lumière autour de lui. La forme obscure s'allongea, s'étira vers le lustre, puis vers le sol. Ses contours dessinèrent une silhouette humaine, un sifflement sinistre devint audible, et Lord Voldemort apparut. Comme d'habitude, il embrassa du regard l'ensemble de la pièce avec avidité, et Lucius se leva paisiblement, habitué à ce genre d'entrée. « Lucius, mon ami » dit Voldemort avec un sourire satisfait. « Je vous souhaite la bienvenue, maître » dit Lucius en s'inclinant légèrement. Voldemort répondit par un petit signe de tête. « As-tu prévenu les autres pour ce soir ?»« Bien sûr. »« Parfait. Appelons-les dans ce cas. Nous avons beaucoup de choses à leur dire. Viens, Lucius, approche-toi. » Lucius marcha jusqu'à lui et dévoila son avant-bras gauche. « Très bien, » commenta Voldemort, en serrant autour de son poignet ses longs doigts effilés, pâles et luisants comme de la nacre. « Quand je pense que c'est la première marque, oui, celle-là est particulièrement réussie. » Lucius regarda Voldemort poser le bout de sa baguette sur son avant-bras avec un sourire triomphant. Il ressentit d'abord un léger tiraillement, puis une brûlure vive, mais il n'en laissa rien paraître. La marque des ténèbres s'obscurcit sur son avant-bras. Elle devint plus profonde, plus nette. Et, en quelques instants, plusieurs silhouettes encapuchonnées apparurent dans le jardin et convergèrent vers le manoir. L'accueil que Voldemort réservait à ses autres partisans n'avait rien à voir avec l'amabilité dont il avait gratifié Lucius. Il s'assit en bout de table et désigna un siège à chaque nouvel arrivant sans prononcer un seul mot. Lucius prit place vers le milieu de la table, juste à côté du grand siège en ébène qui était réservé à son père, et Narcissa vint timidement s'asseoir à côté de lui. « Narcissa, » dit Voldemort d'une voix doucereuse, « tu nous fais donc l'honneur de ta présence aujourd'hui ?» Narcissa répondit par un bref hochement de tête. Elle sentit Lucius lui prendre la main, puis exercer une légère pression sur son poignet. Elle se tourna vers lui et vit qu'il lui signifiait de ne pas s'inquiéter. S'il savait. Les mange-morts prirent progressivement place dans le silence. Ils étaient un peu moins nombreux que d'habitude, et leurs blessures, même si elles étaient moins sanguinolentes que la veille, étaient toujours enflées de façon impressionnante
et en rendaient quelques-uns méconnaissables. Certains jetaient des coups d'œil autour d'eux, mais la plupart regardaient avec intensité la table en chêne massif qui se trouvait devant eux. Le Seigneur des Ténèbres semblait mécontent, et il savait que le moindre geste malencontreux pouvait faire d'eux une cible potentielle. Voldemort ne semblait pas décidé à prendre la parole, et Narcissa se demanda pendant combien de temps les mange-morts comptaient observer ce silence recueilli. La réponse lui parvint par la porte du corridor qui menait à la bibliothèque. Abraxas Malfoy entra dans le grand salon, vêtu de son habit noir brodé d'argent, appuyé sur sa canne au pommeau sculpté. Il marcha avec lenteur jusqu'à son grand siège en ébène, qui s'écarta de la table à son approche et revint se placer docilement près de la table lorsqu'il s'assit. Il prit le temps de s'installer confortablement sous l'œil courroucé, ou envieux, de quelques mange-morts. Puis il se redressa, tourna la tête vers la droite, puis vers la gauche, vers le maître des ténèbres, et tous les deux échangèrent un petit signe de tête. « Nous n'attendions plus que toi, Abraxas, » déclara Voldemort. « Nous pouvons commencer. » Narcissa fut étonnée que Voldemort agisse de la sorte, mais elle comprit qu'il s'agissait plus d'une sorte de rituel, d'une habitude qui s'était instituée progressivement lors des précédentes réunions. « Bellatrix n'est pas là !» protesta aussitôt Rodolphus Lestrange. « Attendons encore un peu !» »« Je ne crois pas que ce soit nécessaire, » dit Abraxas. Il n'eut pas besoin d'argumenter, car Voldemort venait de faire un geste pour approuver cette décision. « En effet, nous avons beaucoup de choses à nous dire, » déclara Voldemort. « Bellatrix nous rejoindra en cours de route. Orion, je vois que ton fils n'est pas là non plus. »« Il est probablement avec Bellatrix, » les informa Orion. « Il ne saurait tarder, maître. » On entendit un grincement de dents du côté de Rodolphus Lestrange, mais personne n'y prêta attention. « Bien, » dit Voldemort. « Peut-être pouvons-nous commencer par le sujet le plus préoccupant. J'imagine que vous devinez de quoi il s'agit. » Narcissa vit quelques visages se crisper. « Une opération prévue depuis des semaines, » énonça Voldemort. « Lucius y a mis toute son énergie, toute son ingéniosité. Vous aviez pour mission de faire un carnage, de tuer tous ces immondes moldus au plus fort de leur indécence. Et qu'avez-vous fait de cette occasion offerte sur un plateau ?» Il fit une courte pause, comme s'il espérait que quelqu'un lui réponde. « Un gâchis lamentable, » poursuivit-il, toujours inexpressif. « Pas une seule victime du côté des moldus. À nouveau, vous avez été mis en déroute par ces ennemis qui prennent beaucoup de plaisir à se moquer de vous en vous attaquant avec de misérables jouets moldus. Croyez-vous, mes amis, que nous puissions inspirer de la crainte en agissant de la sorte ?» Une colère sourde commençait à transparaître dans sa voix. Le silence était si pesant que Narcissa avait du mal à respirer. Voldemort posait son regard sur chacun des mange-morts, et elle était persuadée qu'il était en train de choisir sur qui il allait pouvoir déverser sa colère. « Yaxley, » siffla finalement Voldemort, « ne t'étais-tu pas engagé à trouver des hommes pour surveiller le bâtiment que nous avions pour cible et pour capturer les traîtres qui cherchaient à en évacuer les moldus ?» Yaxley fit la moue, tandis que des regards compatissants se tournaient vers lui. « Hélas, les 2 personnes en qui j'avais placé ma confiance ont échoué, » admit-il en serrant les poings. « Eh bien, la prochaine fois, tu te chargeras de cette mission toi-même, » décida Voldemort. Alors que Yaxley s'apprêtait à protester, un tintement retentit près de la cuisine et quelques mange-morts osèrent tourner la tête. Prunas venait vers eux, poussant devant lui un chariot étincelant sur lequel étaient alignés une vingtaine de verres en cristal et quelques carafes de vin. « Les boissons ne seront pas utiles ce soir, Prunas, »
l'arrêta pourtant Abraxas. Un murmure de déception parcourut la tablée. Les vins servis par Abraxas Malfoy, dont ils se délectaient à chacune de leurs réunions dans le manoir, étaient, pour la plupart d'entre eux, les meilleurs qu'ils aient jamais goûtés. « Je ne crois pas que ce soit très prudent, à moins que vous ne teniez à mourir dans d'atroces souffrances, » dit Abraxas en réponse au murmure. Le silence redevint pesant. Abraxas consulta Voldemort du regard. Celui-ci semblait l'encourager à s'expliquer. « Nous avons bien vu que ceux qui sabotent nos attaques connaissaient nos projets dans les moindres détails. Il y a donc fort à penser que les traîtres dont nous parlons font eux-mêmes partie des mange-morts. Or, après un certain événement ayant eu lieu cette nuit, je pense pouvoir affirmer qu'ils sont, au moins en partie, assis à cette table, en ce moment même. » Il fut pris d'une quinte de tout et présenta mollement ses excuses. Mais Narcissa était persuadée qu'il faisait exprès de dispenser ses paroles avec lenteur, afin de mieux distiller la peur dans les esprits. « Cette nuit, quelqu'un s'est introduit dans ma propriété afin de me dérober un puissant poison, » poursuivit Abraxas. « Un poison dont j'ignorais la nature jusqu'à aujourd'hui. » Chacun des mange-morts prit bien soin de rester impassible afin de ne pas éveiller les soupçons. En face d'Abraxas, Orion plissa les yeux de façon presque imperceptible. « Dans d'autres circonstances, j'aurais suspecté d'autres personnes de faire preuve de traîtrise, » dit Abraxas Malfoy. Et Narcissa fut persuadée qu'il la regardait en disant cela. Mais le poison en question se trouvait dans une cachette connue de moi seul, ou presque. En réalité, une seule autre personne savait où trouver ce poison, et cette personne, c'est toi, Orion. Narcissa vit le regard de Voldemort se poser sur Orion, et d'autres regards le suivirent. La voix d'Abraxas Malfoy était chargée de haine et de ressentiment. Les deux hommes ne s'étaient pas réconciliés depuis la dispute que Narcissa avait surprise 3 ans plus tôt. « Moi » s'exclama Orion. « Tu crois qu'avec ma jambe raide, je me suis introduit chez toi, j'ai descendu cet escalier de pierre pour te dérober quelque chose? Crois-tu que j'ai la moindre chance de les placer dans vos verres sans me faire prendre, moi qui peine à faire le moindre pas? » « Je ne pensais pas seulement à toi, à vrai dire, » dit Abraxas. « Je sais que tu avais la mauvaise habitude de parler de nos affaires dans ton salon avec Piscus Crabbe. Peut-être que d'autres oreilles indiscrètes auraient pu t'entendre au sein de ton foyer. »« Qu'est-ce que tu sous-entends là, Abraxas? Qui essaies-tu d'accuser? »« Oh, je n'en sais rien, » dit Abraxas sur un ton léger. « Peut-être, par exemple, ton fils. » Un frisson parcourut la tablée, se répandant comme une onde autour d'Abraxas Malfoy. « Nous savons tous que sa loyauté envers le Seigneur des Ténèbres est fragile, » appuya Abraxas. « Bien qu'un tel acte de témérité puisse sembler étonnant venant de sa part, je le placerai en haut de la liste des suspects. » « Régulus était à Poudlard jusqu'à aujourd'hui, » s'insurgea Orion. « Et il n'a pas pu s'introduire chez toi cette nuit. »« À Poudlard, vraiment ?» sourit Abraxas. « Pourtant, les élèves sont tous rentrés hier. » Le visage d'Orion se décomposa brutalement. « Il a raison, » affirma Liam Avery. « Nous sommes bel et bien rentrés hier, en début d'après-midi, » renchérit Robin Mulcibert. Les 2 garçons avaient rejoint les rangs des mange-morts au cours de l'année, et même s'ils avaient côtoyé Régulus au début de leur scolarité, ils ne ressentaient plus aucune sympathie pour lui, le jugeant bien trop intellectuel et trop précieux à leur goût. « Es-tu vraiment sûr de savoir ce que ton fils a fait cette nuit, Orion ?» susurra Abraxas, triomphant. Et soudain, un grand bruit attira l'attention de toute l'assemblée vers la porte qui les séparait du hall d'entrée. Les éclats d'une violente dispute provenaient de la pièce voisine sans que l'on puisse en distinguer la substance.
Voldemort se retourna vers l'imposante porte en chêne, les pupilles flamboyantes. Il fit un geste souple de la main, comme s'il voulait attirer quelque chose vers lui, et les doubles battants s'ouvrirent majestueusement. Derrière la porte, Régulus tenait Bellatrix par les épaules et l'empêchait d'aller vers le salon. Les joues de Bellatrix étaient griffées et on voyait qu'elle avait pleuré. Régulus, lui, semblait affolé par son état et n'avait pas vu que la porte venait de s'ouvrir. Comme si tout avait été savamment orchestré, toute la tablée l'entendit distinctement crier. « Bella, réveille-toi, c'est un monstre! Il faut arrêter cette folie !» Un peu plus tôt dans la journée, Régulus était rentré chez lui en proie à la plus grande confusion. Il était parvenu à rester à Poudlard une nuit de plus que les autres élèves, prétextant un besoin urgent de s'entretenir avec le professeur Slughorn. Ce dernier avait accepté en réitérant sa proposition, à savoir l'assister pendant quelques années dans ses cours de potions avant de prendre définitivement sa place. Et Régulus avait promis d'y réfléchir sérieusement. Slughorn lui avait donné une dizaine de jours pour réfléchir, puis lui avait donné l'autorisation de passer la nuit à Poudlard sans lui poser de questions. Régulus savait qu'il était l'élève favori de Slughorn et lui-même tenait le professeur en très haute estime. Bien sûr, il n'était pas dupe. Il savait pertinemment qu'en lui proposant ce poste, le professeur Slughorn souhaitait avant tout perpétuer l'influence qu'il avait sur les élèves de Poudlard, car Régulus y inviterait fréquemment son tuteur. Slughorn y comptait bien. Mais malgré les bénéfices évidents que Slughorn retirait de cette proposition, Régulus ne pouvait s'empêcher de se réjouir. Régulus Arcturus Black, professeur de potions, à Poudlard. Et il se voyait déjà assis aux côtés de McGonagall et du professeur Flitwick au banquet de début d'année présenté par le professeur Dumbledore et applaudi par les élèves impressionnés par son jeune âge. Au-delà d'être flatteuse, la proposition était extrêmement tentante. Régulus avait fini par s'habituer à l'environnement de Poudlard, et même s'il ne s'y était pas fait de véritables amis, après sa dispute avec Rogue, cette école représentait pour lui un véritable refuge. Il appréciait également la compagnie des professeurs, qui étaient pour la plupart des personnes brillantes, avec qui il était agréable de discuter et qui savaient reconnaître l'intelligence que possédait Régulus. Enfin, même s'il était dangereux de le penser, Régulus devait bien avouer qu'il était fasciné par Dumbledore, autant par sa lucidité que par sa bonté, et qu'il ne pouvait s'empêcher de l'envier et de l'admirer. Il se surprenait même, parfois, à rêver de prendre sa place et de succéder à son ancêtre, Phineas Black, qui avait été directeur en son temps. Voilà ce que pensait Régulus en arrivant chez lui, au 12 Square Grimoire. Lorsqu'il se fut assuré que personne ne regardait dans sa direction, il regarda avec intensité le mur qui séparait le 11 du 13 Square Grimoire. Les deux immeubles se mirent à s'éloigner l'un de l'autre, et la haute maison des Black apparut sans que personne ne s'en rende compte. Régulus monta les escaliers du perron, son énorme malle de voyage flottant dans les airs derrière lui. Lorsqu'il tendit la main vers la poignée d'argent, sculptée en forme de tête de serpent, un tiraillement au niveau de son épaule lui rappela l'existence des cicatrices noirâtres qui recouvraient son bras et le léger sourire qui flottait sur ses lèvres s'évanouit. Où s'égarait-il ? La proposition alléchante du professeur Slughorn lui avait presque fait oublier son statut de mange-mort. Son avenir n'était pas à Poudlard, mais aux côtés de Voldemort. C'était sur cela qu'il fallait se concentrer au lieu de rêvasser bêtement.